Tout d'abord, merci à la SIA de nous accueillir pour pouvoir présenter cette approche, donc model-based design, pour développer un système énergétique qui combine à la fois la partie hydrogène et la partie solaire. Donc je me présente en quelques mots, Jean-Luc Fleureau, je suis le directeur technique de H2X Écosystème et avec Guillaume Clavel de la société AC System, nous avons développé en collaboration cette partie modélisation et en vue de l'implémenter sur un système réel. En quelques mots, la société H2X, nous proposons des écosystèmes autour de l'hydrogène. Cela signifie que nous allons de l'eau à l'eau. Donc à partir d'énergies renouvelables, nous faisons de l'électrolyse de l'eau. Donc nous proposons des électrolyseurs qui sont reliés à des ENR pour pouvoir faire de l'hydrogène renouvelable, qui est ensuite mis dans des capsules amovibles qui sont elles-mêmes ensuite positionnées dans des véhicules ou des petits systèmes de consommation d'hydrogène, donc électrique bien entendu, de manière à assurer une mobilité dans cet écosystème. La particularité de cet écosystème, c'est c'est une société de territoire, donc chaque territoire crée sa SAS ou sa scope et va donc faire à partir des ENR disponibles sur le territoire, faire sa propre énergie hydrogène et le mettre dans les différents moyens de transport, donc les bus, les bennes à ordures, etc. Donc pour pouvoir décarboner complètement son territoire. Donc bonjour, Guillaume Clavel. Donc Guillaume Clavel, je vais vous présenter du coup le développement qu'on a assuré en fait pour répondre aux besoins d'H2X sur le contrôle commande. Donc tout d'abord, en quelques mots, Hack System, donc on est une société de services qui propose des solutions en fait sur les algorithmes, sur la mise en place de modèles pour optimiser les systèmes. On conçoit les algorithmes de contrôle et on développe un ensemble de stratégies pour optimiser les systèmes en utilisant les données et les modèles. Donc, je vais vous présenter en fait le développement qu'on a assuré sur le contrôle commande de Batman. Donc tout d'abord en fait en essayant d'expliciter les spécificités du système Batman vis-à-vis du développement du contrôle commande, donc la complexité sur la modularité, sur la sûreté à assurer, la disponibilité du moyen et l'optimalité du système. Dans un deuxième temps, je vous présenterai la démarche Model-Based Design et en quoi elle va nous permettre de répondre à la complexité du système. J'enchaînerai sur les prérequis associés au Model-Based Design, notamment sur la formulation d'exigences, la conceptualisation du système et sa modélisation physique. Et enfin, je terminerai par les différentes étapes dans le développement du contrôle commande et jusqu'à l'embarquabilité du contrôle commande sur les pièces physiques. Donc, en quelques mots, donc, sur la modularité, il faut l'imaginer sur deux volets. Donc, la modularité du système vis-à-vis des cibles applicatives, comme l'a expliqué Jean-Luc. Donc, le système est censé adresser à la fois du nautisme, des véhicules roulants, ainsi que du statique. Donc, tout ça va engendrer des profils de mission qui seront très différents, avec des usages assez différents du système qu'il faut pouvoir concevoir et valider. Dans un deuxième temps, la modularité se voit aussi au niveau de la définition technique. Nous aurons des surfaces applicables de panneaux solaires assez différents, des volumes embarqués d'hydrogène assez différents entre les différents usages, et les puissances de soutirage qui, elles aussi, varieront. Donc tout ça pour préciser que on aura une modularité assez grande et on cherche un contrôle commande le plus générique possible avec un développement unique. Donc, dans l'autre point sur la complexité du système, on voit qu'il y a un certain nombre de normes qui adressent l'hydrogène notamment pour les véhicules roulants. Et donc,
pour pouvoir répondre à ces différentes réglementations, on a besoin d'utiliser les meilleurs standards de développement pour mesurer et atteindre le risque résiduel le plus petit possible et le plus acceptable possible. Et pour pouvoir réaliser ce développement et atteindre ces standards, on va s'appuyer sur l'ISO 26262, qui est on va dire les standards issus de l'automobile qui nous aident dans le renforcement en fait, des démarches de formalisation et dans les techniques de vérification sur lesquelles elles s'appuient. Donc Batman, c'est un système thermique assez complexe. Donc on a tout d'abord en fait un cahier des charges qui est très ambitieux sur les plages de fonctionnement que vise le système. Donc on cherche à la fois à couvrir des usages grand froid, mais aussi à répondre à des contextes chauds. Chauds notamment par le fait que le système sera dans un encombrement réduit et donc forcément avec des thermiques sévères. Donc la cible du système c'est celle-ci, et les plages de fonctionnement des organes qui la composent, elles ont des plages de fonctionnement en température qui sont assez disparates. Donc on peut notamment citer la batterie, où le fonctionnement des cellules batterie fonctionne de manière optimale dans les plages de température qui sont partagées dans le slide, alors que la pile à combustible a des plages de fonctionnement cibles souhaitées sur la température d'air qui sont assez différentes et qui a besoin aussi d'un refroidissement pour maintenir une température de fonctionnement dans des bornes qui sont assez strictes. Donc pour pouvoir assurer on va dire un fonctionnement optimal du système, il va falloir gérer cette supervision thermique et essayer d'optimiser en fait les plages de fonctionnement de l'ensemble des organes, et pour atteindre en fait les performances sur l'ensemble de la plage de fonctionnement visée par le système Batman. Une autre des spécificités en fait du système Batman, c'est la qualité de service que l'on souhaite rendre à l'usager. Par cette qualité de service, on entend en fait assurer une autonomie la plus grande possible, donc via notamment des batteries qui vont être couplées à un pack solaire en fait pour maximiser l'usage. On va pouvoir aussi disposer du coup des cellules hydrogène qu'on va pouvoir mobiliser sur demande quand la batterie ne sera plus en capacité d'assurer l'usage. On cherche aussi à déployer en fait l'hydrogène via un réseau centralisé. Donc il va falloir assurer cette information entre le système et le réseau, et ce de manière transparente pour l'usager. On cherche aussi, comme on l'a vu dans le slide d'avant, optimiser la thermique du système pour couvrir l'ensemble des profils de mission que les différents applicatifs en fait, d'H2X auront à assurer. Et pour faire en fait cette optimisation de manière au niveau du système, on va disposer en fait d'informations au niveau d'informations connectées qui vont nous permettre en fait de prédire en fait la météo, les usages, l'ensoleillement, et qui vont nous permettre du coup d'optimiser le fonctionnement du système pour assurer cette qualité de service. Donc l'algorithme qu'on a développé, répond à ce besoin-là et exploite en fait des informations connectées pour pouvoir assurer ce fonctionnement optimal. Donc maintenant je vais vous présenter la démarche Model Based Design.
qui permet en fait de répondre à l'ensemble de cette complexité. Donc, bon, comme est mentionné en fait en premier point, on souhaite développer ce contrôle-commande et assurer sa validité sur l'ensemble du domaine applicatif que le système Batman adresse. On vise la plus grande sûreté du système et on veut maîtriser la complexité du développement contrôle-commande et assurer l'optimalité du contrôle-commande qui va piloter les organes du système Batman. Et donc pour pouvoir atteindre l'ensemble de ces points, l'approche model-based design va nous aider en fait à construire un plan de développement qui permet en fait via des tests fonctionnels qui vont être réalisés en parallèle de la conception du contrôle-commande, va nous permettre de valider en fait que le contrôle-commande qu'on développe répond bien à ces différents points. On va pouvoir aussi de manière agile, à chaque itération et incrément en fait, sur le développement de contrôle-commande, valider qu'il n'y a pas de régression en fait, dans le développement du contrôle-commande. Et donc de cette manière, de manière incrémentale, complexifier le contrôle-commande en assurant à chaque fois que les prérequis sont toujours là. Enfin, une fois que la conception du contrôle-commande sera finalisée sur la base de l'approche modèle, on sera en capacité de déployer en fait, le software et de l'implanter sur une cible temps réel et de venir valider que cette cible temps réel est toujours en fait en rapport avec le software qu'on a développé sur la base du modèle. Donc pour pouvoir assurer ces principes, il y a un certain nombre de prérequis qui sont listés ici. Donc le premier, c'est d'avoir des exigences spécifiantes qui nous permettent de concevoir des tests et de venir vérifier que sur ces tests que les exigences sont bien atteintes. On a besoin en fait aussi d'une architecture fonctionnelle pour décomposer les fonctionnalités et aussi assurer l'interface avec les capteurs et l'environnement externe au contrôle-commande. Et enfin, comme son nom l'indique, on a besoin de modèles pour pouvoir émuler le fonctionnement du contrôle-commande et pouvoir vérifier en fait que le contrôle-commande répond bien aux exigences pour lesquelles il a été développé. Donc la première étape, la construction des exigences, donc on l'a réalisé en utilisant plusieurs méthodes, donc des méthodes classiques d'analyse fonctionnelle, type Betacorn, diagramme pieuvre, en utilisant aussi une démarche basée sur l'explicitation en fait, de cas réels et en s'appuyant sur la définition de cas concrets qu'on voulait adresser pour définir à quoi le système devait répondre. Et donc la même démarche a été déployée à la fois pour les besoins fonctionnels et pour les besoins safety, avoir un système qui soit dont le fonctionnement en fait est rédigé sous forme d'exigence et est vérifiable. Et donc on va s'appuyer sur ça pour pouvoir développer des tests et assurer que le fonctionnel est bien là. Donc le deuxième prérequis, c'est l'architecture du système. Donc c'est un préalable au développement du contrôle-commande. L'idée, c'est d'utiliser les langages les plus explicites possibles, donc du langage graphique, des choses qui soient visuelles et non interprétables. Et on a utilisé des méthodes éprouvées, notamment pour la définition des modes et états du système, notamment des méthodes de type GEMA,
qui nous ont permis en fait de bien identifier les modes et fonctionnements du système. Et donc tout ça nous a permis de définir les interfaces du software, de valider sa modularité et de concevoir les enchaînements cibles du système. Donc le troisième prérequis, c'est une modélisation. Donc on est parti sur une approche acausale via Simscape. Alors, pourquoi Parce qu'elle permet d'exploiter on avait la possibilité d'utiliser des bibliothèques Simscape qui permettaient des couplages de plusieurs domaines physiques. Comme on a vu, il faut qu'on couvre à la fois des besoins thermiques, des besoins électriques, mais aussi des problématiques fluidiques. Donc les bibliothèques Simscape permettaient en fait ce couplage entre les différents domaines physiques. Elles permettaient aussi de développer des modules unitaires basés sur le principe des circuits équivalents, et à partir de ces modules unitaires, de pouvoir les coupler, donc des modules pour la batterie, pour le photovoltaïque, pour les piles à combustible, les coupler pour créer des architectures complexes et assurer la modularité qu'on a vue sur les différents systèmes Batman qui sont visés. Et à partir de ces modules unitaires, on pouvait simplement caractériser ces modules et avoir du coup utilisé des données fournisseurs, notamment pour paramétrer ces modules unitaires. Donc via cette approche, on a une complexité qui est ajustable et une paramétrisation qui est limitée. Et donc, enfin, le dernier point, c'est que ça permet un couplage assez aisé avec Simulink, qui est notre outil pour le développement du contrôle commande. Donc, une fois que les prérequis ont été atteints, donc là, l'idée, c'est de partir sur le développement du contrôle commande. Sur la base du même processus qu'on a déjà décrit, donc un processus incrémental et itératif. Donc on va venir définir les fonctionnalités qu'on veut intégrer, on les intègre, on a une démarche de vérification en fait de la qualité en fait du codage via des règles et un processus étayé, et une fois ces règles et ce code déployé, on va venir vérifier que le code répond aux besoins en venant faire des tests, donc des tests à plusieurs niveaux, donc unitaires au niveau des sous-modules, puis au niveau de l'intégration avec les autres fonctionnalités, puis avec des tests fonctionnels dans lesquels on va pouvoir venir coupler les spécifications avec l'environnement modélisé. Et on va pouvoir, dès la phase de conception, venir valider que le contrôle commande qu'on est en train d'imaginer émule correctement en fait, le système physique sur lequel on veut l'apponter. Donc on va pouvoir dérouler des tests sur plusieurs configurations en parallèle, et comme déjà décrit, venir à chaque fois, à chaque nouvelle version, venir vérifier que les fonctionnalités précédemment intégrées n'ont pas régressé. Donc une fois qu'on obtient en fait le contrôle commande cible, qui répond en fait aux exigences qu'on avait formulées. Donc on a un schéma à gauche qui reprécise un peu les différentes étapes. Donc ce modèle-là va devenir une base sur laquelle on va pouvoir venir générer du code et venir tester le code généré puis embarqué par rapport au contrôle commande validé. Et donc on a deux principes qui sont rappelés à droite. La démarche Software in the Loop qui est là pour venir vérifier la transparence du codage, la génération de code par rapport au modèle
au modèle qui respecte les exigences. Et la deuxième démarche, Processor in the Loop, qui va permettre de porter le code généré sur la cible et de vérifier en fait que le code généré respecte bien les ingrédients que le système physique a besoin de respecter. Donc les espaces mémoire, la vitesse d'exécution, et bien au niveau où on souhaite qu'il soit. Et donc tout ça doit nous permettre une transparence par rapport aux spécifications développées dans le modèle et un respect de l'allocation ressources hardware disponibles. Donc pour terminer, les fondements de l'approche model-based design, donc exigence, modélisation, génération de code, permettent d'obtenir un processus de vérification de bout en bout et donc de maîtriser la qualité du software embarqué. Et en ça, il permet de répondre aux standards de l'ISO 26262. Le déploiement est en cours sur le projet Batman. Il doit nous permettre de répondre du coup aux enjeux de certification qui sont associés à ce projet. Et les premiers essais physiques sont prévus en juin pour un montage sur véhicule prototype courant novembre. Voilà pour moi. Merci beaucoup.